Perturbateur endocrinien, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, la définition d'un perturbateur endocrinien nous a été, apportée en 91 par, une, femme chercheuse qui était zoologiste et épidémiologiste et qui s'était beaucoup intéressée donc, à la question de l'effet d'un certain nombre de polluants sur la faune, en tant que zoologiste, donc sur un certain nombre d'animaux qui, dans leur écosystème, étaient exposés donc, à, ces molécules qu'elle a qualifiées de perturbateurs endocriniens. Donc elle y a donné la définition suivante, c'est que, un perturbateur endocrinien, donc c'est toute, substance, qui peut être éventuellement naturelle, mais il s'agit essentiellement de molécules, synthétisées par l'homme, donc molécules totalement artificielles qui n'existent pas dans la nature, hein, naturellement, et qui vont pénétrer notre organisme par les voies digestives, respiratoires, cutanées, etc. Donc toutes les voies d'exposition possibles et vont entraîner des effets néfastes sur la santé par perturbation de notre système hormonal, par perturbation de notre système endocrinien, entraînant des effets donc néfastes sur la santé, pas seulement, et c'est là donc toute la particularité de ces polluants, pas seulement de la personne qui est directement exposée, mais également de ses descendants. Et en plus, les effets ne vont pas se manifester forcément tout de suite, c'est-à-dire que ça ne va pas faire mourir subitement dans un cri de douleur, mais ce sont des effets différés. Donc des effets différés et transgénérationnels. Et la particularité également, c'est que même si la descendance n'a pas été elle-même exposée à ces polluants, elle va payer les frais de l'exposition de ses parents, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents. Donc ça, donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait original, si je puis dire, en termes d'effets des polluants, hein, que sont les perturbateurs endocriniens. Le système endocrinien, c'est un ensemble d'organes ou de glandes qui vont sécréter des hormones qui vont ensuite passer dans le sang pour aller agir à distance. Alors, ça comprend notamment l'hypothalamus, la thyroïde, parathyroïde, l'hypophyse, surrénale, les ovaires, les testicules, voilà, donc toutes ces glandes qui vont donc envoyer des signaux de nature chimique, c'est-à-dire des hormones, donc à travers le sang pour aller agir sur des organes cibles. On a deux grands systèmes de communication dans notre organisme, le système nerveux qui agit par des signaux électriques, les influx nerveux, et le système endocrinien qui, lui, agit par signaux chimiques, donc les fameuses hormones. Alors, les deux systèmes de communication nerveux et endocrinien sont intimement liés. D'une part parce que le chef d'orchestre du système endocrinien, c'est l'hypothalamus, et l'hypothalamus fait partie du cerveau, et d'autre part parce que parmi les cibles du système endocrinien, donc le cible des hormones, eh bien, on a notamment le tissu nerveux. Donc à tel point que la plupart des perturbateurs endocriniens sont aussi des perturbateurs nerveux. Ils sont extrêmement nombreux, ils sont partout, hein, donc difficile de les éviter, même je dirais impossible de les éviter. Ils sont donc extrêmement nombreux. Alors il y a des grandes familles de perturbateurs endocriniens, je ne peux pas être exhaustif ici, mais je vais donner quelques peut-être les familles les plus connues ou les plus répandues. Il y a les fameux bisphénols dont on a beaucoup entendu parler, que l'on trouve notamment dans certains plastiques alimentaires et notamment dans le biberon des enfants, hein. Et le problème donc de ces perturbateurs endocriniens tels que les bisphénols, mais pas seulement, qui se trouvent dans les plastiques alimentaires par exemple, eh bien lorsqu'on va chauffer le plastique, le perturbateur endocrinien va passer du contenant dans le contenu. Donc si on prend l'exemple du biberon, le bisphénol, donc lorsqu'on va mettre le biberon au micro-ondes, eh bien le bisphénol va passer du biberon dans le lait. Voilà. Donc le bisphénol, alors il y en a plusieurs, c'est une famille, bisphénol A, bisphénol B, bisphénol S. Le bisphénol A, donc qui était présent dans le biberon des enfants, a été interdit assez récemment, mais on l'a remplacé par le bisphénol S, qui est encore plus toxique que le A, donc tout va bien. Euh, Ensuite, on va trouver également des phtalates. Les phtalates, ce sont des assouplissants de plastique, donc que l'on va trouver également dans les plastiques, donc, mais qu'on va trouver également dans les cosmétiques.
donc plastique alimentaire, cosmétiques, bien sûr, donc toutes les crèmes, etc. Enfin, beaucoup de crèmes que l'on va utiliser pour appliquer sur la peau contiennent des phtalates, et donc ces phtalates vont pouvoir là encore passer dans l'organisme par la voie cutanée cette fois-ci. Et vous avez également dans les cosmétiques des parabènes, donc parabènes et phtalates, donc ce sont les perturbateurs endocriniens qu'on trouve les plus classiquement donc dans les cosmétiques. Vous avez ensuite les dioxines, donc qui sont rejetés par les incinérateurs de déchets. Vous avez les PCB, les polychlorobiphéniles. Alors les PCB sont présents dans toutes les eaux. Hein, notamment, alors ce sont au départ, c'était des composants d'isolants électriques que l'on trouvait également qu'on utilisait également dans les peintures en bâtiment, les colles à tapisserie. Donc les PCB sont interdits depuis 1987. Simplement, on est loin d'en être débarrassé, tout simplement parce que ils ont pollué les eaux, les nappes phréatiques, les rivières, la mer. Quand on dose les PCB dans l'eau de mer, évidemment, il y a un tel effet de dilution dans les rivières que très souvent, on est en dessous du seuil de détection. Le problème, c'est qu'ils sont bien présents, que les poissons donc les filtrent en permanence, les accumulent dans leurs tissus. Les gros poissons qui mangent les petits, eh bien, en accumulent encore plus puisqu'ils s'ajoutent à la part de PCB qu'ils ont filtré eux-mêmes, celle qu'ils ont mangée en mangeant le petit poisson. Et puis au bout de la chaîne, il y a qui? Ben, il y a nous. Voilà, donc quand on mange du poisson, on est sûr d'avoir notre part de PCB. Alors pourquoi sont-ils encore là alors qu'ils sont interdits depuis 1987? Parce qu'une particularité des perturbateurs endocriniens en général, mais des PCB en particulier, c'est qu'ils sont extrêmement stables. Et notamment, les PCB les plus stables ont une demi-vie de 2700 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 2700 ans, il en reste encore 50%. Donc, au bout de 5400 ans, eh bien, il en reste encore 25%. Donc, vous voyez qu'on a pris soin de nos générations futures et qu'elles n'ont pas à se soucier. Elles auront bien, comme leurs parents, une exposition au PCB. Hein, pas de jaloux. Voilà. Alors, on a les PCB, on a les dérivés bromés. Alors, les dérivés bromés, on les trouve notamment dans les retardateurs de flamme. Les retardateurs de flamme, ce sont donc ces produits que l'on utilise pour ignifuger, hein, et que l'on trouve absolument partout. Hein. Les retardateurs de flamme, c'est une obligation des compagnies d'assurance, donc on en a sur les tissus, sur le canapé, sur les meubles, dans les bagnoles. L'odeur de neuf dans une bagnole, c'est les dérivés bromés que l'on a utilisés comme retardateurs de flamme et avec lesquels on tapisse le tableau de bord, les garnitures de siège, tous les plastiques à l'intérieur de la voiture. Donc cette odeur de neuf dans les bagnoles. Donc ce sont ces retardateurs de flamme. Donc il y en a absolument partout, 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 sauf peut-être à la cathédrale Notre-Dame, mais sinon on peut difficilement les éviter. Et puis il y a les dérivés fluorés. Alors les dérivés bromés dont je viens de parler, les retardateurs de flamme, sont spécifiquement des perturbateurs de la thyroïde. Hein, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai cité tout à l'heure en citant les différentes glandes et organes du système endocrinien, mais la thyroïde, bien sûr, en fait également partie. Et les retardateurs de flamme sont des perturbateurs thyroïdiens, donc ces fameux dérivés bromés. Donc, mais il y a également comme perturbateurs thyroïdiens des dérivés fluorés et des produits donc perfluorés, comme on les appelle. Eh bien, il y en a énormément que l'on trouve notamment dans les réfrigérants, les fréons. Donc, ces produits donc, sont également perturbateurs endocriniens. Il y a certains métaux lourds, donc, comme le cadmium, le plomb, etc., qui sont également donc, des perturbateurs endocriniens. Donc, vous voyez, il y en a énormément et nous sommes exposés. Et bien sûr, j'allais les oublier, les pesticides. La plupart des pesticides sont des perturbateurs endocriniens, qu'il s'agisse d'insecticides, d'herbicides, etc., de fongicides. Et d'ailleurs, certains insecticides sont conçus pour agir sur le système endocrinien des insectes, c'est-à-dire pour tuer les insectes en venant perturber leur système endocrinien. Donc, et comme le système endocrinien est quelque chose de relativement bien conservé donc dans le vivant, dans le monde animal, eh bien donc une molécule qui a un effet perturbateur endocrinien sur un insecte l'aura aussi chez d'autres animaux et notamment chez les humains. Donc voilà un petit peu la panoplie, elle n'est pas exhaustive, mais des perturbateurs endocriniens qui nous entourent. Bien, c'est effectivement des molécules, des polluants pas comme les autres, qui ont des caractéristiques particulières qui vont leur permettre notamment de passer à travers les mailles du filet de la toxicologie réglementaire. La toxicologie réglementaire, c'est la toxicologie à laquelle on a recours pour évaluer une substance avant de la mettre sur le marché. Eh bien, on peut se
pourrait se poser la question, pourquoi les perturbateurs endocriniens sont si nombreux et sont autorisés de façon si importante et aussi facilement? Eh bien, c'est tout simplement parce que leur caractéristique va leur permettre d'échapper à la toxicologie réglementaire. Premièrement, un perturbateur endocrinien, évidemment, n'aura pas les mêmes effets chez les mâles et chez les femelles, puisque notamment il va agir sur les hormones sexuelles, donc n'aura pas les mêmes effets dans les deux sexes. Or, dans la toxicologie réglementaire, quand on n'a pas les mêmes effets chez des rats mâles et chez des rats femelles, puisqu'en général la toxicologie se fait sur des rats, eh bien, on en conclut que ce n'est pas lié à la molécule que l'on teste, mais lié à la variabilité naturelle des rats. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. La particularité également d'un perturbateur endocrinien, c'est qu'il n'a pas un effet linéaire avec la dose. Vous savez, la fameuse formule de Paracels qui dit que c'est la dose qui fait le poison. Eh bien, ça veut dire que plus on est exposé à une dose importante, plus l'effet est méchant. Ça, c'est vrai pour un poison classique, ce n'est pas vrai avec un perturbateur endocrinien. C'est-à-dire qu'avec un perturbateur endocrinien, une exposition récurrente à des faibles doses peut être plus méchante qu'une exposition ponctuelle à une forte dose. Et donc, quand vous faites la courbe effet-dose, dans le cas d'un poison classique, c'est une droite, c'est-à-dire que plus la dose est importante, plus l'effet est important. Il y a une proportionnalité entre les deux. Avec le perturbateur endocrinien, ce n'est pas une droite. Vous pouvez avoir une courbe en cloche ou une courbe en U. Or, dans la toxicologie réglementaire, quand on n'a pas d'effet linéaire avec la dose, on dit encore une fois circuler, il n'y a rien à voir. Une autre particularité du perturbateur endocrinien, c'est qu'il n'a pas les mêmes effets en fonction de la période de la vie à laquelle on y est exposé. Vous voyez, un poison classique, typiquement la mort au rat, bah, a les mêmes effets chez un nourrisson que chez une personne de 90 ans. Dans les deux cas, ça fait mourir. Avec un perturbateur endocrinien, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la période de la vie à laquelle vous êtes exposé, vous aurez des effets plus ou moins graves. Et en fait, la période de la vie à laquelle on est le plus vulnérable en termes d'exposition, c'est en fait avant la vie, si je puis dire, c'est la période embryonnaire et fœtale. C'est-à-dire que quand on est exposé dans le ventre de notre maman, c'est là qu'on paie le prix fort en termes d'effets des perturbateurs endocriniens. Alors, les effets ne vont pas forcément se voir tout de suite, hein. C'est-à-dire qu'on va pas forcément naître une personne qui a été, enfin un embryon ou un fœtus qui a été exposé dans le ventre de sa maman, ne va pas forcément donner un bébé qui, à la naissance, va se mordre l'oreille. Ça va pas forcément se voir. Il y a des choses qui vont se voir. Il peut y avoir des malformations génitales. Il peut y avoir donc tout un tas de choses visibles à la naissance, mais il peut aussi n'y avoir aucun effet visible et ces effets vont se manifester à la puberté, plus tard à la ménopause pour les femmes ou plus tard dans la vie de manière générale et la chose encore plus vicieuse, se manifester chez les enfants ou les petits-enfants de ces enfants. Et donc, ça veut dire que alors qu'il n'y a, et même si ces enfants ou ces petits-enfants n'ont pas été exposés eux-mêmes, ça veut dire que il n'y a que, par exemple, la grand-mère ou l'arrière-grand-mère qui a été exposée lorsqu'elle était dans le ventre de sa maman, et les effets vont se faire sentir sur la troisième, la quatrième génération. C'est ce qu'on appelle la mémoire fœtale. Et donc ça, c'est extrêmement vicieux parce qu'évidemment, dans la toxicologie réglementaire, pour voir ces effets, il faudrait faire des tests sur des femelles en gestation qui sont exposées aux produits en question. Ensuite, observer les petits qui vont devenir adultes tout le long de la vie, les faire se reproduire et analyser la descendance. Évidemment, la plupart du temps, ce n'est pas fait, ce genre de choses. Ce n'est même quasiment jamais fait dans la toxicologie réglementaire. Donc, dans la toxicologie réglementaire, soit on fait de la toxicologie aiguë qui consiste à voir les effets d'une molécule pendant 3 mois sur des rats adultes, soit de la toxicologie chronique qui consiste à tester les effets de la molécule sur des rats toute leur vie, c'est-à-dire depuis la naissance jusqu'à la mort. Mais on ne fait pas sur des femelles en gestation. Donc, on passe à côté de la période de plus grande vulnérabilité et donc des principaux effets. Et bien sûr, si en plus on regarde uniquement les effets immédiatement, on ne les verra pas. Il faut donc se laisser le temps d'observer les effets différés et les effets transgénérationnels. Voilà toutes les raisons pour lesquelles ces molécules passent aussi facilement à travers les mailles du filet de la toxicologie réglementaire et se retrouvent si facilement autorisées sur le marché. Et donc, pourquoi nous y sommes donc exposés tout au long de notre vie. Alors, c'est très difficile
C'est très difficile tout simplement parce qu'ils sont partout, ils nous entourent. Mais comme la période de plus grande vulnérabilité, c'est la période embryonnaire et fœtale, le conseil que l'on peut donner notamment, et faut-il encore en être informé, eh bien c'est aux jeunes femmes ou aux femmes qui envisagent ou qui une grossesse ou qui sont en tout début de grossesse, eh bien d'adopter un certain nombre de comportements et notamment par exemple de limiter ou de supprimer tout simplement les cosmétiques qui contiennent des parabènes et des phtalates qu'elles vont appliquer sur leur peau et qui vont bien sûr donc pénétrer dans l'organisme et rejoindre l'embryon. Et puis, eh bien, éviter au maximum les pesticides à travers l'alimentation en mangeant essentiellement, des, produits donc labellisés sans pesticides, donc puisque la plupart des pesticides, encore une fois, sont des perturbateurs endocriniens. Voilà, mais de toute façon, il est extrêmement difficile d'y échapper à 100. On peut limiter les dégâts et donc c'est pour ça que c'est extrêmement important et vous voyez, sur une bouteille de vin rouge, par exemple, ou une bouteille de vin, on a souvent un petit panneau, stationnement interdit avec un ventre rond, pour dire voilà, absolument interdit ou fortement déconseillé aux femmes enceintes. Très bien. Mais là où on aura véritablement progressé, c'est le jour où on aura sur tous les produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens, ce même petit logo, donc avec un ventre rond en disant interdit. Voilà. Mais pour le moment, donc on ne s'en préoccupe absolument pas. Et donc voilà. Donc on nous dit qu'on prend soin de notre santé. Eh bien, la véritable prévention, c'est faire en sorte qu'on ne soit pas malade. Ce n'est pas détecter les sangs dans les selles. Ça, c'est de la détection précoce. La prévention, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de sang dans les selles. Eh bien, faire de la prévention, c'est commencer par interdire ces produits. Évidemment, on est loin du compte.